Moi, j'invite Madame Avenard à bien vouloir gagner la tribune. Merci. Quelques mots de transition. Le projet pour l'enfant et l'usage que l'on en fait pourraient nous laisser penser que les questions liées à la place de l'enfant dans la société française contemporaine sont désormais résolues et que la France est maintenant un pays exemplaire de ce point de vue. Pourtant, les inégalités socio-économiques, géographiques, les inégalités d'origine, la question de l'immigration et d'autres encore donnent à penser, au contraire, qu'il reste du chemin à parcourir. Nous avons aujourd'hui la chance d'ouvrir ces questions avec Madame Geneviève Avenard, défenseur des enfants auprès de M. Toubon, défenseur des droits. Alors, Madame, quelle place fait-on à l'enfant dans notre pays? Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. D'abord, je voudrais vous remercier, Monsieur le Président, et votre équipe pour votre invitation à intervenir au cours de vos assises nationales. Mon histoire personnelle, qui est de carrière, fait que j'ai à un certain moment dirigé une association qui gérait notamment un service d'AMO, après avoir dirigé pendant 25 ans des services de protection de l'enfance dans des départements. Donc voilà, j'ai pratiqué le croisement de regards à l'intérieur de moi-même et donc le croisement des places. Et j'ai commis, j'étais l'une des deux co-rapporteurs d'un rapport, le rapport de Broissia, qui avait été commandé bien avant la loi de 2007, puisqu'il a été publié en 2005, et qui portait sur l'amélioration de la prise en charge des mineurs protégés, et qui abordait la question de l'AMO au travers, parmi toutes les mesures qui étaient évoquées. Et ce rapport avait fait d'ailleurs avait été repris largement par la loi de 2007. Alors je ne sais pas, je ne vais pas tout de suite répondre à votre question. Parce que je voudrais profiter de ce moment et du fait que vous soyez aussi nombreux présents pour aborder aussi et pour intervenir aussi sur la question qui fait le fil rouge de vos journées et qui est celle du projet pour l'enfant, du parcours de l'enfant, de la continuité de ce parcours, mais aussi la question des besoins fondamentaux et des droits fondamentaux des enfants et de l'intérêt de l'enfant en protection de l'enfance en particulier. Et la question, effectivement, de comment tous ces concepts s'articulent, se mettent en tension, s'équilibrent, comment concrètement on peut les mettre en œuvre. Et sur la question de l'intermittence des mesures, je crois que moi j'avais envie de dire c'est d'abord l'intermittence entre institutions et des acteurs entre eux. Dans notre rapport 2015 consacré aux enfants handicapés relevant de la protection de l'enfance, nous avions employé d'autres termes. Nous avions parlé de morcellement et nous avions parlé aussi d'intervalles ou d'intermèdes pendant lesquels des enfants, et là en l'occurrence c'était des enfants exclus d'ITEP qui se retrouvaient pris en charge soit en famille d'accueil, soit en foyer de l'enfance, qui gérait et qui était en responsabilité de veiller à l'intérêt supérieur de ces enfants. Et en fait, ces journées, et je voulais le pointer parce que ça m'intéresse beaucoup, cette question, soulève la question de la cohérence des interventions auprès des enfants et des familles, et elle renvoie à des sujets et à des constats, des observations que nous faisons de manière assez régulière et récurrente, des observations qui portent sur les cloisonnements infra-institutionnels et interinstitutionnels. On parle souvent des cloisonnements entre institutions, mais il existe aussi des cloisonnements au sein d'une même institution, de mêmes institutions, des cloisonnements infra-champs du sanitaire, social et médico-social et inter-champs et inter-domaine sanitaire, social et médico-social. Et cette question revient de manière assez récurrente dans tous les travaux que nous conduisons et toutes les recommandations et préconisations que nous portons, soit auprès des ministères, soit auprès des conseils départementaux, soit auprès des autorités privées comme les associations.
Et qu'est-ce qu'elle dit, ces recommandations et ces préconisations? Eh bien, qu'il convient urgemment d'améliorer la coordination, mais aussi et surtout la coopération entre les acteurs pour garantir l'intérêt supérieur des enfants tel qu'il est précisé par la Convention internationale des droits de l'enfant dans son article 3. Alors, je rappellerai rapidement, parce que j'ai cette opportunité d'assurer, c'est ma mission que de promouvoir les droits de l'enfant tels qu'ils sont reconnus par la Convention internationale des droits de l'enfant, que la protection de l'enfance constitue le premier motif de saisine du défenseur des droits au titre des droits des enfants. C'est le premier motif de saisine. Vous savez que le défenseur des droits est une autorité administrative indépendante. C'est Jacques Toubon qui est défenseur des droits depuis juillet 2014. Et son indépendance et l'indépendance de l'institution est garantie par la Constitution, puisque c'est à la faveur de la réforme constitutionnelle de 2008 que le défenseur des droits a été introduit dans la Constitution. Il est chargé de veiller aux libertés fondamentales et au respect des droits fondamentaux. Et dans ses missions, au-delà de la protection des droits de l'enfant, le défenseur des droits a aussi la mission de veiller et de garantir l'égalité, la lutte contre l'égalité, la lutte pour l'égalité, de promouvoir l'égalité et de lutter contre les inégalités et les discriminations. Les relations, de garantir les relations, de traiter la question du respect des relations entre les usagers, les droits des usagers avec les administrations publiques. Également la question des relations entre les usagers, les habitants et les forces de l'ordre. Depuis 2 ans, il est chargé également de l'orientation et de la protection des lanceurs d'alerte, qui est une nouvelle compétence qui lui a été dévolue sans moyens supplémentaires, et il est en particulier chargé de la défense et de la promotion des droits de l'enfant. Donc je disais, protection de l'enfance, premier motif de saisine du défenseur des droits au titre des droits des enfants. Nous pouvons être saisis par des associations, par des parents, nous sommes d'ailleurs saisis beaucoup par des parents, par des professionnels, beaucoup sur des contestations de décisions de justice, notamment de décisions de placement, sur lesquelles nous avons peu de poids, puisque la loi organique nous empêche, limite nos capacités d'intervention dans ce domaine, mais aussi, et là on rejoint les pratiques des professionnels, autour des modalités d'application des décisions, autour par exemple des rencontres entre les parents et les enfants, le maintien des liens ou les difficultés de maintien des liens entre les parents et les enfants, la séparation des fratries, les changements de lieu d'accueil, l'information des parents. Récemment, nous avons été amenés à prendre une décision dans une situation où il y avait 3 enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, et les parents, et notamment la mère, nous avaient saisis au motif qu'elle n'avait pas, alors qu'elle était titulaire de l'autorité parentale, elle n'avait pas été informée d'une agression qui avait été réalisée contre sa fille, qui se trouvait dans un foyer pour l'enfance, de l'enfance. Donc nous avons été amenés à prendre une décision à ce sujet. C'est pour vous donner un petit peu une idée. Aussi beaucoup autour des mineurs non accompagnés. Cela ne vous étonnera pas si vous suivez un peu les interventions et les communications que nous pouvons faire et que peut faire en particulier le défenseur des droits. Donc, sur la coordination et la coopération entre les acteurs, donc je disais, c'est un petit peu nos constats et nos observations, ainsi que nos recommandations un peu récurrentes. Je vous invite à regarder toutes nos décisions sur notre site. Là aussi, une décision assez récente qui concerne le département de Seine-Saint-Denis, et il s'agissait de 4 enfants qui étaient tous nés dans la même maternité, et c'est à la naissance du 4e enfant que les services se sont rendus compte, déjà à l'hôpital, ils se sont rendus compte qu'il y en avait 3 avant, qu'il n'y avait jamais eu aucun suivi de grossesse, et que tout ça a déclenché des interventions à domicile avec le constat qu'un enfant l'aîné n'était pas scolarisé, qu'il y avait de gros problèmes de handicap chez les 2 autres. Voilà.
Simplement dire voilà ce genre de situation qui a mis en évidence des difficultés de coordination au sein même de l'hôpital, au sein même de la maternité, mais aussi des difficultés de coordination et de coopération entre l'hôpital et la protection maternelle infantile, des difficultés aussi entre la mairie et la protection maternelle infantile. Voilà, ce genre d'exemple que nous avions particulièrement pointé aussi en 2015, donc dans le rapport que j'évoquais tout à l'heure concernant le handicap et la protection de l'enfance, puisque nous avions même parlé d'enfants morcelés, ce qui n'était peut-être pas très heureux, en tout cas, de parcours morcelés pour les enfants concernés. Des enfants qui, dans notre rapport montrait que ce n'était pas une situation anecdotique, puisque le taux de prévalence des enfants en situation de handicap dans l'ensemble des enfants pris en charge en protection de l'enfance est de 7 fois supérieur à celui au taux de prévalence en population générale. Et sur le projet pour l'enfant, nous avons également beaucoup travaillé cette question et fait procéder en avril 2015 aussi à la publication d'une décision à ce sujet. Donc en 2015, c'est-à-dire 8 ans après le vote de la loi de 2007, de mars 2007, et nous avions lancé à l'époque un questionnaire, une enquête auprès de l'ensemble des départements, enquête à laquelle 73 départements ont répondu, et qui nous a permis de dresser un état des lieux de la mise en place du projet pour l'enfant en identifiant des éléments de blocage et de retard et en recensant l'ensemble des pratiques qui portaient visant à l'élaboration du document. Et cette décision mettait en évidence donc, la grande hétérogénéité selon les territoires, une faible application, une faible effectivité de la mise en œuvre de cette disposition importante de la loi de 2007, qui était donc le projet pour l'enfant. Et ce qu'on voit aujourd'hui au travers des réclamations qui nous sont adressées, c'est que, bien malgré le rappel fait par la loi de 2016, qui a fortement insisté et souligné sur l'intérêt du projet pour l'enfant, bien ce que nous voyons, c'est que l'élaboration des PPE peine encore à être conduite sur l'ensemble du territoire national. Et souvent, quand nous avons en instruction une réclamation, nous allons toujours regarder si le département a ou non mis en œuvre les projets pour l'enfant et si oui, comment. Et les parents, d'ailleurs, nous interrogent aussi, souvent dans les réclamations, nous interrogent aussi sur cette question et sur ce point-là. Donc il y a vraiment une question, je pense, de fond autour du pourquoi cet outil ne se met pas en œuvre. En tout cas, pas suffisamment et pas partout et pas de la même façon, donc ce qui crée des inégalités ou des inéquités selon l'endroit où vivent les enfants et leurs familles. Mais c'est vrai que ce que nous avions pointé dans notre enquête, ce qui ressortait de notre enquête, c'était une mauvaise compréhension de cet outil qui apparaissait plutôt comme un outil, un document administratif, alors que c'est plutôt, ce qui était visé, c'était plutôt une démarche qu'un outil. Également, il apparaissait comme une charge de travail supplémentaire pour les équipes, donc, qui n'en voyaient pas forcément le sens. Je ne sais pas si on a progressé à ce sujet. Je suis vraiment intéressée à savoir, vous, CNAEMO, ce que vous pouvez en faire remonter. Mais c'est vrai aussi que quand on regarde les obligations, je dirais, de production de documents écrits qui pèsent sur les professionnels, elles sont extrêmement importantes. Là encore, dans notre rapport 2015, nous montrions que pour des enfants qui se trouvent à la fois en protection de l'enfance et en situation de handicap, au moins 6 documents différents doivent être élaborés pour le même enfant par des équipes différentes. Avec des approches différentes d'ailleurs, et notamment des approches différentes quant à la place des parents, l'association des parents par rapport à l'évaluation des besoins de cet enfant. Et quand je dis approche différente, ça veut dire aussi, vous l'entendez bien, approche
susceptibles d'être divergentes. Donc là aussi, on s'éloigne de l'intérêt de l'enfant, d'une évaluation de l'intérêt de l'enfant. Or, pour nous, et ce que nous disons, et ce que je voudrais vous dire, c'est que le projet pour l'enfant, ça doit être un outil de travail dynamique qui permet effectivement une appréciation globale des besoins fondamentaux des enfants, mais aussi un instrument de médiation avec la famille et avec l'enfant. C'est vraiment important que le projet pour l'enfant, je parlais de démarche tout à l'heure, de processus, soit mis au profit soit l'instrument privilégié du dialogue qui peut être conduit et qui doit être conduit avec la famille, les parents et avec l'enfant. Et également qu'il intègre les ressources de l'environnement de l'enfant. Également, nous pensons aussi que le projet pour l'enfant peut être un outil et doit être un outil de coopération infra et hors aide sociale à l'enfance, et être vraiment le moment où, même s'il est appelé à évoluer et à suivre notamment l'évolution des besoins de l'enfant, eh bien qu'il soit en tout cas le lieu ou le moment où effectivement tous les professionnels qui ont à connaître de l'enfant puissent apporter leurs observations, leurs connaissances, pour effectivement arriver à parvenir au meilleur projet possible, là aussi en s'appuyant sur l'enfant et en associant l'enfant. Et c'est pourquoi pour nous, et c'est ce que nous avons dit et que je voulais vous redire aujourd'hui, le projet pour l'enfant constitue vraiment un outil central de la protection de l'enfance, qui doit permettre à la fois de respecter concrètement les besoins et les droits et l'intérêt supérieur des enfants concernés et d'articuler concrètement ces différents éléments, les articuler, donc besoins, droits et intérêt supérieur des enfants. Et tous ces éléments sont d'ailleurs très bien articulés dans ce que je voulais dire aussi, c'est que tous ces éléments, droits, besoins, développement des enfants, intérêt supérieur des enfants, sont précisément prévus, explicités, indiqués dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Cette convention dont nous allons célébrer en 2019 les 30 ans, et qui finalement reste très mal connue d'une manière générale en France, et en particulier par les professionnels qui sont en contact avec des enfants, et notamment par les professionnels de la protection de l'enfance. Et c'est pour ça que avant de vous dire ce qu'on peut penser de la situation des enfants en France, je voulais rappeler quand même ce qu'elle dit, cette convention. Ce qu'elle dit, cette convention, depuis 30 ans, et pour dire aussi combien elle est toujours actuelle et combien elle me semble toujours juste aussi, au-delà du fait que, s'agissant d'un engagement international de la France a l'obligation de la mettre en œuvre, de l'appliquer. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette convention internationale des droits de l'enfant? Quel est l'esprit dans lequel ces différentes dispositions doivent être appréhendées? D'abord, simplement redire, mais ça me semble important, même si ça paraît une évidence, qu'elle s'inscrit dans les droits humains, dans les droits de l'homme. Et donc, elle a, comme tous les droits humains, les caractères d'inéliabilité, d'imprescriptibilité et d'universalité. La Convention s'applique de manière universelle à tous les enfants, qui sont définis comme tout être humain âgé de moins de 18 ans. Et ce qui est important, c'est qu'elle les reconnaît comme sujets de droit, comme des sujets de droit à part entière, distincts de leurs parents, titulaires de droits propres. Et ça peut être intéressant à vraiment travailler, notamment dans le cadre de la protection de l'enfance,
autour de la question, et ça renvoie concrètement à la question de la double référence. Quand on intervient dans une mesure en protection de l'enfance, on intervient auprès de qui? Des parents, des enfants? Qui est chargé de veiller à l'intérêt de chacun d'entre eux, qui peuvent être divergents? Voilà, simplement. Avec donc une double dimension dans la Convention internationale des droits de l'enfant, une dimension de protection, puisqu'en vertu de leur manque de maturité physique et intellectuelle, les enfants doivent bénéficier d'une protection et de soins spéciaux, mais aussi une dimension d'émancipation, puisqu'un certain nombre de droits qui sont reconnus à l'enfant doivent lui permettre de se préparer progressivement à assumer ses responsabilités d'adulte. Donc, universalité des droits de l'enfant, également, mais en même temps, considération particulière des enfants les plus vulnérables, et notamment les enfants en situation de handicap, les enfants migrants et réfugiés, les enfants roms, les enfants séparés de leur famille, qui apparaissent en tant que tels comme des enfants pour lesquels leur situation accroît leur vulnérabilité. Ces droits des enfants sont aussi caractérisés par leur interdépendance et par leur indissociabilité, c'est-à-dire qu'ils doivent faire l'objet d'une approche globale sans qu'aucune hiérarchie ne puisse être dressée entre eux. Par exemple, entre le droit des enfants à bénéficier d'un niveau de vie suffisant, le droit à la santé, le droit au loisir, à la culture, on voit bien les interactions et les liens entre ces différents droits et les effets, je dirais, dominaux dans le respect de ces différents droits. Donc ça, c'est l'interdépendance donc, des droits, dans la Convention internationale des droits de l'enfant, donc il y a une interdépendance des droits entre eux, mais il y a aussi une interdépendance des droits et des besoins fondamentaux. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent peu identifié. La Convention précise à plusieurs endroits que et notamment se réfère à plusieurs endroits aux besoins fondamentaux des enfants et au développement des enfants. Donc on n'est pas seulement dans des droits qui seraient réputés devoir être mis en œuvre de façon non concrète, ils doivent s'appuyer aussi sur l'atteinte du meilleur développement et du bien-être des enfants. Et en particulier, du coup, sur l'intérêt supérieur de l'enfant, va constituer un peu alors je ne sais pas si je peux dire le ciment ou la boussole des interventions auprès des enfants. En tout cas, l'intérêt supérieur de l'enfant, tel qu'il figure à l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant, précise que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. C'est-à-dire que ce que cela signifie, c'est que l'intérêt, avant toute décision, l'intérêt qui va être prise pour un enfant ou pour un groupe d'enfants, il va falloir conduire une appréciation de chaque situation spécifique, une appréciation in concreto, en tenant compte de la situation singulière au cas par cas. Et ceci est valable pour toute décision individuelle ou collective qui va concerner un enfant quel qu'il soit, la décision devant également intégrer dans le processus de décision la participation des enfants eux-mêmes. Selon le Comité des droits de l'enfant de l'ONU, d'ailleurs, le Comité des droits de l'enfant de l'ONU a consacré une observation générale, une de ces observations générales, l'observation générale numéro 14 de 2013, à l'intérêt supérieur de l'enfant, pour en expliciter le contenu, les finalités, et pour promouvoir un véritable changement dans les attitudes, favorisant le plein respect de l'enfant en tant que titulaire de droit. Et je voulais juste dire que cette observation précise que l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est à la fois un droit, c'est aussi un principe, et c'est enfin une règle de procédure. C'est un droit de fond,
C'est-à-dire que, d'ailleurs, l'intérêt supérieur de l'enfant est d'applicabilité directe en France depuis 2005, puisque les plus hautes autorités juridictionnelles se sont mises d'accord à ce sujet seulement en 2005. Donc, de droit à ce que l'intérêt supérieur de l'enfant soit évalué et pris en compte de manière primordiale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, il va falloir prendre en compte cet intérêt pour concilier différents droits de l'enfant. Par exemple, c'est vrai qu'en anglais, la Convention parle de « best interest of children », le meilleur intérêt de l'enfant. Et c'est vrai qu'intérêt supérieur de l'enfant est souvent mal compris et du coup mal appliqué. Mais par exemple, sur les décisions collectives qui concernent donc un ensemble de groupes d'enfants, est-ce que vous savez qu'en France, il n'existe pas d'obligation de conduire des études d'impact sur les droits des enfants pour tout projet de loi ou proposition de loi, alors que cette obligation de conduire des études d'impact existe pour l'égalité femmes-hommes ou pour la jeunesse depuis récemment ou pour les personnes handicapées. Pour les enfants et les droits des enfants, il n'y a aucune obligation de conduire des études d'impact. Or, les enfants peuvent être touchés directement ou indirectement, les enfants dans leur ensemble, par différentes dispositions. Regardez la question des rythmes scolaires, par exemple, et d'autres exemples. Sur le fait que ce soit une considération primordiale, se heurte à d'autres intérêts, et quelquefois des intérêts économiques. Je parle d'une manière globale. La question de la publicité pendant les programmes jeunesse, à la télévision, par exemple, qui a été posée. Heureusement, elle a été interdite sur les chaînes du service public, mais il y a eu un débat entre l'intérêt des enfants et l'intérêt économique des chaînes de télévision privées ou d'autres éléments. Et s'agissant de la protection de l'enfance, je rappelle d'abord que dans le préambule de la CIDE, ça c'est aussi le fondement, la famille constitue l'unité fondamentale de la société, le milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres, en particulier des enfants. Ça c'est inscrit dans le préambule de la Convention. Mais quand je parlais tout à l'heure de concilier plusieurs droits différents de l'enfant, différents articles vont évoquer l'article 9, la séparation des parents, l'article 18, les responsabilités parentales, l'article 20, la question de la privation du milieu familial et la protection de remplacement, etc. Et on voit bien que la question, c'est d'évaluer lequel de ces droits va être primordial par rapport pour l'enfant en fonction de son meilleur intérêt. Un exemple, quand un enfant est placé à l'aide sociale à l'enfance, en famille d'accueil ou en établissement, nous avons constaté dans de très nombreux cas, je ne sais pas si c'est généralisé vraiment, je ne saurais le dire, mais en tout cas, ça semble une pratique assez largement usitée. Donc il est constaté donc, des ruptures dans la scolarité ou dans les soins. Bon, l'enfant, par exemple, allait en CMP ou CMPP, c'est interrompu, ou sa scolarité est interrompue pour un motif qui est un motif qui devient générique et non au cas par cas. Hein. La question d'évaluation au cas par cas est importante. Le motif de « il faut qu'il s'installe dans son placement ». Peut-être qu'un enfant qui a été gravement maltraité dans son milieu familial a besoin de souffler, de se ressourcer à un moment donné et qu'il faut travailler avec lui pour qu'il reprenne confiance aussi dans les adultes avec lesquels qui vont intervenir auprès de lui. Sûrement. Mais est-ce qu'on doit en faire une règle générale? Et comment on trouve un équilibre entre l'exercice et la réalisation de l'ensemble de ces droits? Voilà, ce genre de questions qui apparaît dans nos observations. C'est aussi un principe juridique qui permet d'interpréter la manière dont les pratiques vont s'ancrer. C'est aussi une règle de procédure, et ça me semble important à souligner. Une règle de procédure, parce que, et c'est toujours dans l'observation, je me réfère toujours à l'observation générale du comité,
il s'agit, dans le processus qui va conduire à une décision, il s'agit de conduire une évaluation de l'incidence positive ou négative de la décision sur l'enfant. Donc cela suppose de décrire précisément et concrètement comment l'intérêt supérieur de l'enfant a été examiné, évalué, et quel poids lui a été conféré dans la décision qui a été finalement prise pour l'enfant. Et dans ce cadre, il y a un critère qui est un critère, je dirais, dirimant, c'est le critère du recueil de l'opinion de l'enfant, qui est prévu par ailleurs à l'article 12 et qui est également un principe général de la Convention. Et toute décision, puisque ce critère dit que tout enfant doit être consulté sur les décisions ou les décisions qui l'intéressent et qui le concernent. Et toute décision, du coup, qui ne tient pas compte de l'opinion de l'enfant ou ne lui attribue pas le poids voulu eu égard à son âge ou à son degré de maturité, ne respecte pas le principe selon lequel l'enfant doit avoir la possibilité d'influer sur la détermination de son intérêt supérieur. Quand je dis il doit être entendu, mais aussi sa parole doit être prise en considération en fonction de son âge et de son degré. Prise en considération, ça veut dire tout simplement prise au sérieux. Donc, voilà, je voulais un peu redire tout ça. Je ne sais pas du tout où j'en suis au niveau, et je pense que j'ai tout explosé. Ce serait bien que vous teniez 10 minutes. Bon. Voilà. Alors, si vous voulez des échanges avec la salle, il faudrait qu'ils soient inclus dans ces 10 minutes. Ah, d'accord. Donc, si c'est 15, je ne vous en voudrais pas. Donc vous êtes très aimable de me dire 10 minutes. Je vais essayer, parce qu'en fait, je voudrais quand même en revenir à la question que vous m'avez posée. En fait, j'ai essayé de faire tenir autour de cette question 3 sujets un peu tous liés, mais sur lesquels il aurait fallu que j'aie 40 minutes à chaque fois. Vous reviendrez. Alors, sur la situation des enfants, du coup, je me perds dans mes petits papiers. Alors, vous m'avez donc demandé d'indiquer quelle place fait-on à l'enfant en France au travers des observations qu'a adressées le Comité des droits de l'enfant de l'ONU à la France en février 2016. Alors d'abord, dire quand même que le Comité des droits de l'enfant est un organe qui est prévu par la Convention internationale des droits de l'enfant et qui est chargé d'évaluer de manière régulière l'application par chaque pays de la Convention, et donc l'effectivité des droits tels qu'ils sont consacrés par la Convention. Et qu'en même temps, nous, défenseurs des droits, nous sommes aussi un mécanisme indépendant français de veille et de contrôle de l'effectivité et de l'applicabilité de la Convention, et nous travaillons en lien étroit avec le comité. Et d'ailleurs, nous alimentons aussi le comité. Donc, Monsieur le Président en a parlé tout à l'heure. La France a donc passé son 5e examen périodique en 2015-2016, avec, je dois dire, une mobilisation exceptionnelle des associations et des autorités indépendantes, dont le contrôleur général des lieux de privation de liberté. Mais aussi, je voudrais le souligner quand même, une mobilisation exceptionnelle de l'État, qui jusqu'à présent avait à contre-cœur subi cet examen périodique. Voilà, je tiens à le souligner parce que c'était la première fois que la délégation française était emportée par, à l'époque, une secrétaire d'État qui est devenue par suite ministre de la Famille, Laurence Rossignol, et qu'il y avait une volonté de faire sérieusement, de passer sérieusement cet événement important, puisqu'il est périodique et qu'il permet effectivement de faire un point et un bilan de la situation des enfants dans notre pays. D'ailleurs, tout ce passé ou ce passif explique que la première des recommandations du comité adressée à la France consiste à rappeler à l'État ses recommandations antérieures.
donc, qui date d'ailleurs de 2009, en lui rappelant qu'elles n'ont pas été appliquées ou insuffisamment appliquées, et ça porte à la fois sur les châtiments corporels, l'âge minimal de responsabilité pénale, les mineurs non accompagnés, la justice des mineurs. Et oralement, lors de l'audition de la France, le comité a fait part à la France, à la délégation française, de ses attentes particulières, j'allais dire de ses exigences particulières vis-à-vis de notre pays, 6e puissance économique mondiale, pays des droits de l'homme, etc., etc. Alors, globalement, qu'est-ce qu'on peut dire du bilan qui a pu être dressé, qui est d'ailleurs celui que nous dressons depuis plusieurs années, auquel, d'ailleurs, en nous appuyant sur aussi les constats et les observations des représentants de la société civile, et notamment des associations avec lesquelles qui participent et qui sont membres de nos comités d'entente. La CNAP, vous l'avez cité tout à l'heure, fait partie de notre comité d'entente protection de l'enfance. Eh bien, d'abord, premier constat, c'est que les enfants les plus vulnérables sont les plus éloignés de leurs droits. C'est-à-dire ceux précisément qui font l'objet, dans la Convention internationale des droits de l'enfant, de droits spécifiques, justement pour essayer de rétablir quelque chose de l'ordre de l'équilibre entre les enfants d'une manière générale et eux-mêmes, eh bien finalement ces enfants-là restent ceux pour lesquels qui se voient le plus dénier l'accès et le respect de leurs droits. Donc, il s'agit des enfants que j'évoquais tout à l'heure, les enfants migrants, les enfants étrangers, les enfants roms, les enfants pauvres, les enfants handicapés, les enfants relevant de la protection de l'enfance, les enfants en conflit avec la loi. Le deuxième constat qui ressort, c'est celui des inégalités sociales et territoriales croissantes, qui sont pointées à plusieurs endroits dans les observations finales et qui rejoignent, et là aussi, nos constats, avec aussi le poids des discriminations, en particulier des discriminations liées au genre. Ce qui est également pointé, c'est la question des violences faites aux enfants et l'insuffisance des éléments. Vous évoquiez tout à l'heure la question des statistiques sur les violences. Eh bien, c'est une des préconisations du comité, pas pour avoir une base de données et avoir le plaisir d'avoir une base de données, pas du tout, c'est pour définir, pour avoir quelques éléments, quelques indicateurs, mais qui soient fiables, qui soient avérés, objectifs, et qui permettent de mieux identifier, de mieux construire les politiques publiques, parce que sans quelques chiffres, on ne peut pas construire des politiques publiques adaptées, outre que quand on ne quantifie pas un problème, eh bien, ce problème il n'existe pas. C'était le cas des enfants handicapés en protection de l'enfance. Tant qu'on ne les quantifie pas, bon, ben, finalement, ils passent à la trappe. Et puis également, d'une manière générale, ce que constate et donc du coup recommande le comité, donc il constate une absence de stratégie globale pour l'enfance. Stratégie globale pour l'enfance, ça ne concerne pas seulement la protection de l'enfance, hein, c'est sur l'ensemble des champs couverts par la Convention et l'ensemble des âges. Donc ça concerne à la fois tous les droits des enfants. Avec la collecte de données, j'en ai parlé, mais aussi avec des recommandations sur les allocations de ressources. Par exemple, le comité notait avec précaution que malgré d'importants investissements publics en faveur de l'enfance, l'attribution de certaines ressources est inéquitable. Et il demeure préoccupé par l'absence de progrès dans la réalisation d'analyses budgétaires cohérentes. Donc, voilà, dans les recommandations à l'État, il y a une recommandation qui vise à établir un processus budgétaire qui tienne dûment compte des besoins des enfants, qui définisse clairement les crédits alloués aux enfants dans les secteurs pertinents et prévoit des indicateurs spécifiques et un système de suivi. La France n'avait pas été en capacité de répondre aux questions très précises du comité sur son budget, le budget total et par droit consacré aux enfants. Dans
Donc les observations, vous les trouverez et j'espère que vous serez intéressés à aller les regarder sur notre site, puisqu'elles figurent évidemment, l'idée c'est aussi de les faire connaître. Sur le milieu familial, ce qui est appelé milieu familial et protection de remplacement, le comité fait plusieurs propositions, notamment une que je vous cite parce qu'elle est peu, on en parle assez peu. La première des recommandations sur le milieu familial, c'est d'envisager de remplacer l'expression autorité parentale par l'expression responsabilité parentale ou une expression similaire conforme aux droits de l'enfant. Je vous laisse méditer sur cette recommandation. Une autre qui correspond à toutes les questions que vous traitez au cours de ces journées autour de la coordination, d'adopter toutes les mesures nécessaires pour améliorer la gestion nationale et locale des politiques de protection de l'enfance en promouvant la communication, les approches transversales et la coordination entre les différents acteurs. Et d'autres recommandations, mais là je pense que j'ai exposé aussi les 10 minutes complémentaires qui m'avaient été attribuées. Donc je vous invite vraiment à les regarder, c'est très riche. En tout cas, et pour conclure, monsieur... Merci. Ce que je voulais vous montrer, c'est que les lois de 2007, de 2016, qui évoquent la question des besoins fondamentaux, et le respect des droits de l'enfant, qui aussi introduisent aussi la notion, ou la confirment, la notion d'intérêt de l'enfant. D'ailleurs, on ne parle pas dans les lois d'intérêt supérieur de l'enfant, mais d'intérêt de l'enfant. Bien ces lois, elles s'originent et on peut retrouver ces différents concepts dans la Convention internationale des droits de l'enfant, mais elles sont quand même assez récentes par rapport à la Convention. Voilà. Dire aussi que la méconnaissance que j'évoquais de cette Convention, elle a aussi cet effet-là de non-applicabilité directe des dispositions de la Convention, en tout cas une applicabilité directe dans notre législation qui est très aléatoire. Mais donc tout ça, c'est pas nouveau, voilà, c'est pas nouveau. Et la question est de savoir pourquoi, alors que c'est pas nouveau, pourquoi on ne le met pas en œuvre et pourquoi on ne le met pas davantage en œuvre les uns et les autres. Et là, voilà, je suis devant un parterre de professionnels de la protection de l'enfance, mais je pourrais dire la même chose devant des professionnels de l'éducation nationale ou autres. Et dire que pour un peu répondre à cette question, essayer en tout cas d'y répondre, nous avons décidé avec Jacques Toubon de mettre en place en 2017, l'année dernière, un dispositif nouveau, alors ça fait encore un dispositif, mais opérationnel, de suivi de la mise en œuvre par l'État des recommandations du comité. C'est-à-dire que les fois précédentes, je parlais tout à l'heure d'une grande mobilisation de l'État pour l'examen périodique de la France. Le risque, c'était que l'État, une fois l'examen terminé, eh bien, il fasse comme les fois précédentes, c'est-à-dire qu'on met tout ça dans un placard et qu'on attende les 5 ans pour refaire un rapport et pour se réinterroger sur la question. Donc, nous avons annoncé à l'État que nous allions mettre en place ce dispositif de suivi. Et d'ailleurs, l'État, qui est un dispositif complètement inédit dans notre pays, et d'ailleurs l'État a souhaité lui aussi mettre en place un dispositif de suivi, mais évidemment, lui, il ne suit pas, ça veut dire pour lui, de suivi de la manière dont lui-même met en œuvre ses observations. Donc ça, c'est à saluer, parce que ça n'avait jamais existé jusqu'à présent. Mais dans notre dispositif de suivi, c'est un dispositif à 3 entrées, une entrée veille juridique, une entrée opérationnelle. Et là, dans l'entrée opérationnelle, nous allons recueillir à la fois au travers des saisines, des réclamations que nous recevons, des réclamations ou des saisines qu'ont nos délégués du défenseur des droits, qui sont 500 sur le territoire, et aussi au travers de nos relations avec les associations, que nous allons pouvoir étoffer cette dimension d'opérationnalité. Comment, effectivement, concrètement, dans le menu, les droits de l'enfant sont-ils ou pas effectifs? Et là, vraiment, j'en appelle notamment au CNAEMO, à pouvoir nous faire remonter. C'est vrai que la CNAP a participé à aux ateliers que nous avions organisés en juin dernier, mais je pense que c'est important aussi que la vision spécifique des professionnels de milieu ouvert soit portée sur les constats que vous pouvez et les observations que vous pouvez faire. Et puis la troisième dimension, c'est la consultation des enfants.
ce fameux article 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant, il faut que l'institution du défenseur des droits marque l'exemplarité de manière donc consulte les enfants sur leur propre situation. C'est un gros projet sur lequel aussi nous aurons besoin de nous appuyer sur les acteurs locaux. Et dire, voilà, une situation de l'enfant dans notre pays qui est mitigée, beaucoup de progrès, beaucoup de lois intéressantes, beaucoup de plans d'action ambitieux, mais des réalisations incomplètes de l'ensemble des droits, en particulier pour les plus fragiles. Et c'est vrai que je disais tout à l'heure que, un petit peu rapidement, mon parcours professionnel, après 30 ans, et depuis ma place de défenseur des enfants, je suis assez impatiente. Il y a beaucoup d'idées, beaucoup de choses qui ont été, enfin, beaucoup de projets qui ont été montés, tout existe. Maintenant, il faut passer à la mise en œuvre, à la réalisation. Et donc, c'est ça. Quand je parle d'impatience, c'est vraiment, j'aurais envie. Mon rêve, c'est que, avant la fin de mon mandat, eh bien, tout ça se soit mis en place. Et simplement vous dire que il y a des bonnes idées, comme le lancement de la stratégie nationale protection de l'enfance, d'ailleurs qui correspond aux observations du comité. Après, concrètement, comment peut-on envisager l'approfondissement des questions dans une stratégie dont on sait qu'elle va se dérouler sur 2 ou 3 mois, alors que ces questions sont éminemment complexes, délicates, et qu'en protection de l'enfance, j'ai coutume de dire qu'on peut dire c'est tellement vaste, tellement divers, et les situations de chaque enfant, de chaque famille sont tellement différentes qu'on peut dire une chose et son contraire, et on aura toujours raison. Donc, comment mener une stratégie nationale protection de l'enfance en aussi peu de temps? J'espère que vous y contribuerez en tout cas, malgré tout, parce que je pense qu'il faut que les acteurs soient présents. Et en tout cas, je vous remercie pour votre attention et que les enfants soient notre considération primordiale. Merci. Merci, madame. Je vous propose 5 minutes. J'ai conscience que ce soit très court. 5 minutes, ça pourrait faire 2 réactions dans cette salle ou dans l'autre, évidemment. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite questionner, réagir? Vous levez la main, on vous apporte le micro, etc. C'est tout simple, normalement. Tenez compte du fait que d'ici, on a un petit peu la lumière dans les yeux, ce qui est bien normal, mais que du coup, on ne vous voit pas forcément lever la main. Donc, et en plus, il baisse la lumière. Oh, quand même, bravo. Donc, est-ce que quelqu'un souhaite réagir ou questionner? Bon, même chose que pour ce matin, comme on dispose de peu de temps, il n'y a évidemment strictement aucune obligation. Je me permets une question, madame. Sans doute avez-vous... Ah, pardon. Et il y a aussi une question dans l'autre salle. Alors, très bien, parfait. Qui a demandé la parole ici? Alors, c'est moi. Oui, je vous en prie. Je travaille dans un service d'AEMO et du coup, je m'interrogeais sur ce que vous disiez de l'article 12 par rapport à la consultation de l'enfant et de la prise en compte de sa parole. Compte tenu du fait que très fréquemment, on est confronté à cette difficulté de prendre en compte sa parole, vu que l'enfant est lui-même pris dans des enjeux de loyauté, à la fois entre ses parents quand il y a des conflits parentaux, mais également entre l'enfant et entre les parents et les professionnels aussi parfois. Et du coup, je me questionnais si ça ne revenait pas parfois à faire porter à l'enfant la responsabilité de certaines décisions. Merci. Voilà, merci. Alors, je vous en prie, puis ensuite on ira dans la salle. Diane, je vous en prie, madame. La réponse, c'est vous allez la trouver vous-même en évaluant dans chaque situation, effectivement, comment vous pouvez recueillir la parole de l'enfant. C'est tout un processus qu'il faut établir dans les équipes, quelles qu'elles soient, hein, au-delà de l'AMO.
C'est vrai que quand on regarde l'application de la loi du 2 janvier 2002, encore plus ancienne, donc notamment dans le champ de la protection de l'enfance, donc qui prévoyait notamment un dispositif de participation des usagers avec des conseils de vie sociale dans les établissements ou d'autres formes de participation, on se rend compte qu'en protection de l'enfance, autant sur le champ du handicap ou personnes âgées, tout ça s'est mis en place dans des délais relativement satisfaisants, autant sur la protection de l'enfance, c'est resté très compliqué. Les conseils de vie sociale, par exemple, dans les établissements de protection de l'enfance, en tout cas jusqu'à peu de temps, existaient de façon très, très marginale. De même, la question de la participation des enfants. Alors, je crois qu'il y a deux niveaux, de toute façon. Il y a des niveaux, il y a un niveau plus collectif et un niveau plus individuel. Et je crois que c'est vraiment comment on bâtit, comment vous bâtissez les professionnels avec vos cadres, dans les équipes, avec une pluridisciplinarité, des processus de recueil sur la parole, de la parole des enfants, de l'avis des enfants, mais déjà simplement informer les enfants. Ce qui remonte souvent, c'est qu'il y a notamment d'anciens enfants pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, c'est qu'ils n'avaient même pas d'informations sur le fait qu'ils allaient changer de famille d'accueil ou qu'on leur avait choisi telle orientation scolaire, etc. Donc déjà, la consultation des enfants, ça passe déjà par l'information. Et si tous les enfants étaient suffisamment bien informés, déjà, ce serait un énorme progrès. Alors, merci. On va prendre une question dans la salle. Diane, on avait dit 2, on est limité dans le temps, donc une ici, une dans la salle. Diane. Oui, alors... Voilà, moi, c'est une question qui est un peu dans la même lignée que celle qui vient d'être posée, c'est-à-dire est-ce que la médiation familiale adolescent-parent pourrait avoir sa place dans la protection de l'enfance ? Oui. Tous les outils ou les instruments permettant effectivement comment dire, de parler, enfin, ou de faire parler les relations des uns et des autres me semble intéressante. Moi, ce que je voudrais simplement dire, c'est qu'il faut faire attention à respecter les droits des uns et des autres, mais pas forcément dans et cette tension entre les droits des uns et des autres, c'est-à-dire quand je dis les droits des uns et des autres, c'est les parents, les enfants, mais aussi les contraintes des organisations, des institutions, qui aussi vont rentrer en tension avec tout ça, avec les droits. Et j'ai oublié ce que je voulais dire là-dessus. Je ne sais plus. J'avais une autre idée qui m'a pas. Je suis désolée, j'ai oublié mon idée. Merci. Merci, madame.